Bonjour à tous. Si Avi Pazner, le diplomate que j'avais reçu début mars sur cette antenne, a rempli la mission qu'Yitzhak Shamir, Premier ministre d'Israël, lui avait confiée, faire renaître officiellement l'État d'Israël et installer par la suite à Rome sa première ambassade au Saint-Siège, il le doit à différents prédécesseurs qui, depuis Herzl, avaient instauré des relations avec justement le Vatican. Mais surtout à Golda Meir, Premier ministre, seule femme chef de gouvernement d'Israël et au Moyen-Orient, reçue en audience privée au Vatican par Paul VI le 16 janvier 1973. Rencontre qui aurait pu ne pas se dérouler, du fait de la tentative d'assassinat dont elle a été l'objet, déjouée in extremis sur le sol italien avant que son avion n'atterrisse. Histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican jusqu'à nos jours, enjeux diplomatiques et mémoriels, espionnage et terrorisme, CIA, Mossad et FSB russe, tous ces ingrédients vous tiendront en haleine dans Le Pape et la Matriarche, paru aux éditions Passé Composé, écrit par Michael Darmon, ancien correspondant au bureau de TF1 et de la RTBF à Jérusalem, avant de rejoindre France 2 puis iTélé et Europe 1. Éditorialiste actuellement pour la chaîne i24 News, on le retrouve souvent sur Radio J à Paris. Michael Darmon, bonjour. Bonjour. Alors Michael Darmon, l'horloge du Vatican n'est pas la même que celle du reste du monde, disait Golda Meir. Et il aura fallu 44 ans d'existence à l'État israélien pour se faire reconnaître par le pape Jean-Paul II en avril 1992 et aboutir à un accord de réconciliation entre l'Église catholique et le peuple juif. Michael Darmon, justement, comment le Vatican a-t-il perçu la création de l'État d'Israël en 1948 ? Je dirais qu'il a perçu avec pragmatisme et contrariété, parce que bien évidemment, ce mouvement sioniste qui avait commencé par une idée de Théodore Herzl, qui avait tenté de convaincre le pape de l'époque, et qui l'avait reçu en lui disant « Vous n'avez pas voulu reconnaître notre Seigneur Jésus, nous n'allons pas reconnaître le peuple juif », on partait de là, à l'époque avec Théodore Herzl. Eh bien, ce fait sioniste s'était de plus en plus imposé dans la région jusqu'à cette année de 1948, 14 mai 48, quand David Ben Gurion proclame l'indépendance et la création de l'État d'Israël. C'est pour le Vatican une sorte de, effectivement, surprise, je disais, une forme d'anomalie également, parce que ça n'est pas comme cela qu'étaient organisées les relations avec la Terre Sainte. Les Juifs n'étaient pas censés être là et organisés en État, en pouvant battre monnaie, en pouvant avoir une armée, percevoir des impôts, bref, en étant un État souverain. Et ça commence plutôt mal d'ailleurs, puisque dans les toutes premières relations qui existent avec le nouveau ministre des cultes, le nouveau ministère des cultes israélien, eh bien, il y a une volonté de la part du Vatican de venir voir ce jeune État, ce jeune ministère des cultes, en lui disant, bon, maintenant que vous êtes là, il y a une première chose à faire si vous voulez qu'on ait des relations, il faudrait réhabiliter Jésus. On va refaire un procès, puisque maintenant vous êtes revenu sur le lieu donc de la souffrance de la vie de Jésus. On va refaire un procès, puis il va être réhabilité, parce que comme ça va régler le problème. Bien évidemment, quelque part, les fonctionnaires, jeunes fonctionnaires du jeune État ont écarquillé les yeux. Ils avaient à la fois à gérer la survie de l'État d'Israël attaqué de toutes parts, l'édification de nouvelles sociétés. Ils n'avaient vraiment pas le temps pour s'occuper de la réhabilitation de Jésus. Ça commence comme cela, donc ça commence plutôt mal, d'autant plus que les lieux saints sont sous contrôle jordanien. Ils ne sont pas du côté israélien, ce qui changera à partir de 1967, après la guerre des 6 jours, où là, de fait, la vieille ville, les lieux saints passeront sous contrôle israélien et donc obligeront le Vatican à avoir des relations techniques avec l'État d'Israël, mais bien évidemment, à chaque fois en insistant sur le fait qu'il ne s'agit pas de relations politiques, il ne s'agit pas de reconnaissance politique, et donc il fallait quand même avoir des relations techniques. Mais alors pourquoi Israël tenait vraiment à se faire reconnaître par le Vatican ? Alors Israël d'abord tient à se faire reconnaître par tout le monde. C'est la quête de la légitimité, la quête de la normalisation, de la place d'Israël dans le concert des nations, qui était un courant extrêmement puissant dans le mouvement sioniste, porté par David Ben Gurion, qui lui n'avait de cesse de vouloir, et ses barons, on va dire sa génération, dont Golda Meir,
n'avait de cesse de vouloir briser l'isolement diplomatique d'Israël, parce que plus Israël était reconnu par la communauté internationale, plus il pouvait être fort et passer des alliances. D'abord, l'État d'Israël était né aussi d'un vote, hein, on s'en souvient, d'un partage, donc en 1947 voté à l'ONU, de ce qu'on appelait à l'époque la Palestine, et qui crée donc le principe d'un État juif, avec des pays qui ont voté, d'autres qui se sont abstenus, et donc une grande partie de la communauté internationale avait quand même donné son aval. Il restait à convaincre, bien évidemment, d'autres pays. Donc le Vatican, et on en reparlera après, mais sûrement, mais le Vatican représente, dirige, on va dire, 1,3 milliard ou 4 de conscience. Il influence considérablement la politique des pays qui sont des pays d'obédience chrétienne et de culture chrétienne. Le Vatican représente une autorité morale très importante. Donc, de ce point de vue-là, oui, bien sûr, l'État d'Israël avait un intérêt à tenter de nouer des relations avec l'État du Vatican, mais ça n'a pas été simple. Michael Darmon, regardez, j'ai adoré votre livre, votre manière d'écrire. Merci. À la façon d'un scénario et au présent en plus, vous écrivez au présent. Vous nous plongez aussi comme dans un film et nous sommes des spectateurs privilégiés d'un moment de l'histoire d'Israël qui se déroule là devant nos yeux. Le pape et la matriarche, c'est la rencontre de deux géants, Paul VI et Golda Meir. Michael Darmon alors, Golda Meir, vous pouvez nous brosser un portrait de cette femme que l'on disait autoritaire. On dit même que Moshe Dayan et Yigal Allon n'osaient la contredire et que toutes les décisions gouvernementales se prenaient dans la cuisine de Golda. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, si on parle de ses surnoms, c'était Ben Gurion qui disait « c'est la seule femme, c'est le seul homme de mon gouvernement ». Tellement elle était effectivement autoritaire quand elle arrive à ce stade de responsabilité. Mais bien entendu, le grand public et le monde entier fait la connaissance, découvre ou apprend à découvrir Golda Meir quand elle arrive à la tête du gouvernement d'Israël en mars 69, mais elle est déjà mondialement connue parce qu'elle est une femme qui s'est une dirigeante de l'État d'Israël, qui a occupé beaucoup de postes ministériels, qui a montré sa personnalité dans divers théâtres de la planète, et toujours avec cette idée de venir briser l'isolement diplomatique d'Israël. Elle a été très souvent à ce moment-là en URSS. N'oublions pas que l'État d'Israël est dirigé par des socialistes, par des travaillistes, par des gens pour lesquels, et Golda Meir en faisait partie, la notion de justice sociale, de répartition collectiviste était un des fondements de la société israélienne et de leur conviction politique. Donc à l'époque, il y avait des relations naturelles, politiquement, on va dire, avec l'URSS. Mais également, Golda Meir est celle qui a fondé, créé, organisé toute la relation assez méconnue entre Israël et l'Afrique, et un grand nombre de pays africains, pour lesquels Israël a proposé une aide de coopération agricole et bien évidemment de l'aide sécuritaire et de la relation politique. D'ailleurs, ce n'était pas uniquement dicté par des considérations, on va dire, prosaïques. Golda Meir avait une grande empathie pour ce qu'elle appelait la saga du peuple noir, et elle avait dit sur plusieurs antennes, j'en ai retrouvé des extraits que j'ai mentionnés, en disant, après la saga, après la souffrance du peuple juif, pour moi, la plus grande des souffrances qui existent sur Terre, c'est celle du peuple noir. Et donc, elle avait beaucoup d'empathie, qui lui rendait bien d'ailleurs, pour les pays du continent africain. Donc, elle arrive au sommet de sa gloire, de sa puissance, de sa force. Vous avez évoqué cette fameuse démarche de la cuisine, qui est devenue maintenant un concept dans la politologie israélienne. On parle de la cuisine, du concept de la cuisine. Il est vrai que son côté absolument informel, grand-mère, on va le dire, à l'israélienne de l'époque, hein, c'est-à-dire on ne s'embarrassait pas de protocole, mais en même temps on pouvait être aussi extrêmement formel, eh bien, elle réunissait régulièrement les pontes de son cabinet et même l'état-major de l'armée et du renseignement dans son appartement privé très modeste à Tel Aviv et dans sa cuisine. Elle faisait elle-même les gâteaux, elle faisait elle-même les collations qu'elle servait au milieu des quarts d'état-major et des documents secrets. Ça surprenait beaucoup, même les responsables étrangers, dont Kissinger, qui sont passés, certains disaient même qui ont fait les frais de cet endroit. Mais ça a créé aussi, il faut le savoir, quand on plonge dans l'histoire de la politique israélienne, et il y a des récits qui l'attestent, ça a provoqué également des dissensions au sein de son cabinet, notamment
on sait que Moshe Dayan ne supportait pas ce folklore, certainement par jalousie de notoriété. Donc ce folklore de Golda Meir. Mais nous avons une Golda Meir qui, en 69, quand elle prend la tête du pays, est la femme la plus puissante du mouvement sioniste. C'est la première femme puissante du Proche-Orient. Ce sera la première femme chef d'un gouvernement d'une démocratie à l'occidentale qui émergera donc sur la place publique. Et c'est la raison pour laquelle, et Avi Pazner, que j'ai travaillé avec elle depuis longtemps, me l'a raconté, tous les grands correspondants de la presse internationale défilaient dans son bureau, multipliaient les demandes d'interview, parce que tout le monde voulait approcher la grand-mère d'Israël, qui dirigeait ce jeune État, qui n'avait pas 25 ans quand elle arrive à la tête du gouvernement, et elle, en étant, je dirais, presque arrivée à l'automne de sa vie, mais en étant dans une volonté de porter ce jeune pays avec cette histoire millénaire. Alors justement, elle a été élue Premier ministre, mais qu'est-ce qui l'a motivée? Qu'est-ce qui l'a décidé à se présenter? Comment elle y est arrivée? Et puis, est-ce qu'elle a accepté tout de suite? On est à ce moment-là, c'est une personne très importante, elle a occupé plusieurs postes ministériels importants, elle est très proche de David Ben Gurion qui a quitté la scène. Celui qui dirige le pays à ce moment-là, c'est Levi Eshkol, qui a dirigé notamment le pays durant la guerre des 6 jours, et il succombe à une crise cardiaque. Il y a automatiquement un conclave, pas un conclave pontifical, mais un conclave des grands responsables du parti au pouvoir, des fondateurs de l'État d'Israël, pour expliquer et trouver une solution. Et très vite, il s'avère, il y a d'ailleurs une scène où il décide à quel endroit et comment Levi Eshkol va être inhumé de manière nationale. Et vous avez une scène qui est racontée avec l'ensemble des pontes, on va dire Moshe Dayan, d'autres, Israël Galili, qui sont sur des chaises, face à Golda Meir, qui est toute seule, en trône, en majesté, sur un canapé. Et elle donne des consignes. Et elle dit, voilà comment on va faire. Et tout le monde obéit. Et là, elle comprend que son heure est arrivée. Et on lui fait comprendre que c'est elle qui doit être désignée par le parti pour remplacer Levi Eshkol et être à la tête du pays. Mais elle est prise d'un effroi, d'une peur terrible, parce que là, évidemment, la responsabilité est considérable, elle connaît très bien les enjeux. Et là, elle passe une nuit de discussion avec ses enfants, Sarah et Menachem, qui traversent le pays pour venir discuter avec elle. Et au petit matin, ils se disent ce qu'on pouvait déjà tous imaginer, mais ils prennent la décision, elle prend la décision avec eux en disant, de toute façon, je n'ai pas le choix, je dois absolument gouverner ce pays, il faut le gouverner. Et elle accepte de devenir Premier ministre d'Israël. Alors on peut souligner que la gouvernance de Golda Meir n'a pas été de tout repos. Il y a eu la guerre des 6 jours en 67, l'attentat contre la délégation israélienne aux Jeux Olympiques de Munich en 72, la guerre de Kippour en 73 qui marquera bien sûr son déclin dans l'opinion. Il se disait, avec Golda, Israël n'a pas de politique intérieure, seulement une politique internationale. Michael Darmon, mis à part cette rencontre avec Paul VI, que vous nous faites vivre dans votre livre, quels sont les points positifs que l'on peut mettre à l'actif de Golda Meir? C'est ce que je vous disais. D'abord, avant cela, une politique étrangère qui a permis donc, à Israël de pouvoir nouer des relations diplomatiques, sécuritaires et stratégiques très importantes avec les pays en Afrique. Une coopération également avec l'URSS, bien que on était en pleine guerre froide en ce moment, et on savait à quel point. Michael, mais en politique intérieure. En politique intérieure, elle réussit, elle fait un travail sur l'éducation important. Elle ne réussit pas à juguler les tensions sociales qui existent très fortement, puisqu'on est dans les années 60. Au moment où il y a, vous savez, des tensions très fortes sociales qui opposent les séfarades, les juifs séfarades venus des pays marocains et donc ce qu'on appelle déjà l'establishment ashkénaze qui dirige le pays, qui se traduit par même un mouvement qu'on appelle celui des Panthères Noires, avec des affrontements même en place publique. Donc il y a une tension sociale qui est forte parce que, en fait, Israël, dans cette période-là, qui est entre la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour, connaît une période d'euphorie. D'abord, une période d'euphorie liée à l'exploit militaire qui suscite l'admiration du monde entier, qui fait que
Au fond, Elie Wiesel avait écrit dans le Mendiant de Jérusalem, David avait battu Goliath et David n'avait pas encore réalisé ce qui lui était arrivé et ne comprenait même pas encore comment il avait réussi à le faire. Progressivement, les Israéliens ont réalisé la puissance de leur exploit, de par le regard extérieur sur cette société, de par la confiance qu'ils prennent, et l'émergence également d'une société de consommation, de la société qui est à côté de celle du kibbutz, va concurrencer, va arriver avec la consommation, avec l'électroménager, avec les moyens modernes, une vie urbaine qui se développe, et tout cela va créer une forme d'effervescence et d'émulsion permanente dans ce pays. Et Golda Meir doit à la fois gérer un front social et politique intérieur important et surtout un front sécuritaire et diplomatique qui est toujours embrasé. Dans votre récit, vous décrivez le Vatican non seulement comme un nid d'espions ayant son propre service de renseignement, the place to be, des services d'espionnage, des grandes puissances, CIA, Mossad et FSB russes et autres, bien sûr, mais aussi un lieu de bataille au sein de la curie romaine pour le pouvoir avec ses purges, ses éloignements et ses coups tordus. Dites-moi, l'influence du Vatican est si cruciale, quel intérêt le Mossad avait-il à s'implanter vraiment au cœur du Vatican ? Alors, vous savez, à l'époque, effectivement, pour les Russes, c'est le KGB. Ben Gurion avait l'habitude de dire, il reprenait la phrase de Staline. Staline avait l'habitude de dire, pour mépriser le Vatican. Oui, combien de divisions le pape, combien de divisions. Eh bien, Ben Gurion prenait le contre-pied de tout cela, avec ses proches, souvent, on disait, arrêtez, oubliez cette phrase absurde de Staline, et demandez-vous plutôt sur combien de personnes le Vatican peut-il compter. Des milliers, des milliers, des milliers, des millions de gens. Pourquoi ? Parce que dans n'importe quel endroit le plus reculé de la forêt de la planète, vous avez le prêtre local qui raconte ce qui se passe dans le coin, qui l'envoie à sa hiérarchie, qui le transmet à la hiérarchie, et tout cela arrive au Vatican. Résultat, le Vatican sait ce qui se passe partout dans le monde. De par ce réseau, cette ramification de correspondants honorables, bien évidemment, que sont les ecclésiastiques, les prêtres et toute la hiérarchie du clergé. Et de ce point de vue-là, c'est un réseau considérable. Et bien évidemment, les Israéliens qui ont fondé une grande partie de leur survie sur la capacité à collecter du renseignement et à être présents partout et à réagir avec dans la guerre secrète du jeu d'espionnage, hein, on le sait, eh bien, a envie de regarder, d'arriver sur cette place. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que vous avez une fascination mutuelle entre ces deux États, le Vatican et l'État d'Israël. Deux États timbre-poste sur le plan de leur limite géographique, mais avec une puissance normative et une autorité bien au-delà de leurs frontières naturelles et géographiques. Vous avez dans ces deux pays le culte du secret. Vous avez dans ces deux pays dépositaire de la matrice, dépositaire de la matrice de l'histoire judéo-chrétienne. Et ce sont deux États qui n'ont pas de relations diplomatiques officielles, alors que leur histoire est tellement matricée, hybridée, imbriquée l'une dans l'autre, intimement depuis les temps de la Bible. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a un intérêt pour les Israéliens à dire on doit rentrer, être capable d'arriver sur le terrain du Vatican, qui, comme vous l'avez effectivement souligné, est un territoire de jeu de l'époque de la guerre froide, où KGB et CIA s'affrontent, où Paul VI a joué un rôle considérable, d'abord quand il était cardinal de Milan, cardinal Montini, puis devenu Paul VI ensuite, alors joue un rôle considérable pour repousser ce qu'ils appelaient bien sûr le danger communiste au lendemain de la guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, où les communistes étaient sur le point de prendre le pouvoir en Italie. Il fallait absolument empêcher cela, parce que on était en pleine guerre froide. Paul VI aide à la création de la démocratie chrétienne. Et de ce point de vue-là, la CIA, le Mossad et le KGB regardent dans quelle mesure, à chaque fois, les rapports de force se jouent sur ce territoire, et le Mossad, via bien sûr les gouvernements politiques d'Israël, se devait d'être présent sur ce territoire. Michael Darmon, la politique du Vatican, justement, par rapport à Israël, d'après vous, est-ce qu'elle a évolué ou fluctué au fil des ans et des papes ? Alors, elle a évolué de manière considérable, avec autour, bien sûr, de ce que fait Paul VI, qui prolonge ce qu'a fait son prédécesseur Jean XXIII, c'est le chantier
la révolution théologique et doctrinale la plus importante qui existe depuis le début de l'histoire de la chrétienté, c'est le Concile de Vatican II. Le concile de Vatican II, avec au cœur de ce concile, qui est un chantier ecclésiastique très compliqué par ailleurs, mais au cœur, pourquoi on le retient et pourquoi il nous intéresse, parce qu'au cœur de ce concile, vous avez un texte qui a été voté, avec beaucoup de difficultés, mais qui a été voté, et qui s'appelle Nostra Aetate, en latin, notre État, et qui raconte et qui redéfinit les relations, notamment entre le peuple juif et les catholiques, et qui efface le dogme du peuple déicide, la fin de l'accusation des Juifs qui ont tué Jésus. C'est une révolution considérable parce que c'est à cause de ce principe-là que des centaines et des centaines et des centaines de pogroms et d'exterminations ont eu lieu. Tout le sang et la douleur qu'a subi le peuple juif est souvent, bien souvent parti d'Occident avec ce principe des Juifs qui ont tué Jésus. Et même d'ailleurs Goldamer, elle le racontera dans son entrevue avec Paul VI, c'est une enfant des pogroms. Elle a fui Kiev, sa famille a fui Kiev parce qu'il y avait des pogroms et ils partent, réussissent à partir aux États-Unis. Donc de ce point de vue-là, bien sûr, il y a un enjeu très important qui est ce chantier qui fait basculer. Il ne peut pas y avoir de reconnaissance politique si d'abord le frein théologique n'avait pas été levé, le verrou théologique n'avait pas été levé. Et c'est Paul VI qui le fait. Et c'est Jean XXIII qui l'a commencé, mais c'est en 65, c'est Paul VI qui le fait. Et tout en disant, nous reconnaissons le peuple juif, mais pour autant, nous ne reconnaissons pas l'État d'Israël. C'est le chemin de crête sur lequel ce pape et jusqu'à Jean-Paul II continuera à avancer. On y reviendra tout à l'heure. Page 71, vous écrivez à propos de Paul VI, il serait à la fois le pape de la fin de l'antisémitisme chrétien et celui de la tension avec Israël. C'est le début du dogme post-Vatican II. Ce que vous venez de dire. Être philosémite ne veut pas dire être pro-sioniste, les Palestiniens étant considérés comme les nouveaux opprimés. Michael Darmon, il n'y a pas un peu de parti pris dans ce texte-là, dans cette déclaration, au demeurant reprise actuellement même par l'extrême gauche? Alors, sans aller sur les résonances contemporaines, si on reste sur ce que cela signifie, oui, bien sûr, il y a un parti pris. Il y a ce parti pris de dire parce que la chrétienté et le pape a un souci obligatoire dans sa charge pastorale pour les plus faibles, pour les plus opprimés, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de biens, pour ceux qui sont des réfugiés. Alors, bien évidemment, les Palestiniens, en plus en Terre Sainte, qui souvent sont des chrétiens, bien entendu, issus de la zone des régions de Ramallah, de Bethléem, d'Irjala, ce sont des chrétiens, eh bien, quelque part, ils sont considérés comme étant effectivement les nouveaux opprimés face à un État d'Israël qui est un État fort, qui a changé l'image du juif, qui est allé à l'abattoir des camps de la mort sans réagir, mais qui maintenant est devenu un État qu'on connaît structuré, extrêmement puissant, doté donc de toutes les armes et toutes les technologies, y compris nucléaires. Et bien évidemment, ça change la donne. De ce point de vue-là, ça remet cette perspective-là. Il y a ce positionnement. Mais il y a aussi l'effet Vatican II et le fait que, tout simplement, les Juifs, et ça c'est le plus important, ne sont plus considérés comme étant ceux qui ont tué Jésus. Donc, ils peuvent aussi être regardés différemment. Le dialogue judéo-chrétien est à ce moment-là encouragé. Le catéchisme change. Il y a même une prière qui, à chaque fois, rappelait le peuple déicide qui est supprimé de la liturgie. Et donc, il y a un mouvement considérable qui permet de pouvoir envisager plus tard, mais à l'horloge, selon l'horloge du Vatican, qui a pour agenda l'éternité, plus tard d'envisager
l'établissement de relations diplomatiques. Alors Paul VI, justement, qui sera le premier pape à se rendre en Terre Sainte et non en Israël. En 1964, il se justifiait ainsi. Les relations avec l'État hébreu et la Cité du Vatican n'existent pas officiellement, mais pour autant, Israël n'est pas ignoré. Michael Darmon, vous écrivez que ce fut un voyage humiliant pour ce pays qui se demandait comment on pouvait visiter un État sans le reconnaître. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de ce voyage? Qu'est-ce que ça a apporté au Vatican et qu'est-ce que ça a rapporté à Israël, ce voyage? Alors, ce voyage, il a une importance considérable parce que c'est le premier voyage à l'étranger de toute l'histoire de la papauté d'un pape en avion. C'est-à-dire que Paul VI invente ce qu'ensuite Jean-Paul II reprendra à son compte. Il invente, il pose le code pour la première fois du pèlerin planétaire. Le pape n'est plus simplement quelqu'un qui reste dans son palais ou qui de temps en temps fait des déplacements dans un rayon d'action, un rayon limité. Là maintenant il prend l'avion et il va partout dans le monde. Il commence à le faire par ce qu'il appelle la Terre Sainte. On est en 64 et là c'est une forme, je dirais, de travaux pratiques du Concile de Vatican II. Il va effectivement reconnaître, aller vers le peuple juif sur sa terre, mais pour autant, il n'est pas question qu'il reconnaisse l'État d'Israël qui rassemble le peuple juif. Et c'est effectivement ce chemin escarpé et très contradictoire souvent qui va arriver à des situations parfois ubuesques, notamment avec des tensions autour de la voiture du pape, puisqu'à l'époque il n'y a pas de papa mobile, puisque le pape ne s'est jamais déplacé. Donc ce sont les Jordaniens, parce qu'il a atterri à Amman, ce sont les Jordaniens qui fournissent une voiture blindée, une voiture sécurisée pour le pape, mais les Israéliens se refusent absolument à ce que la voiture jordanienne traverse le pont de Megiddo et aille ensuite sur le territoire de l'État d'Israël pour des raisons de sécurité. Ça a été des discussions absolument sans fin. C'est Teddy Kollek, à l'époque, jeune fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, avant qu'il devienne le maire de Jérusalem emblématique qu'on a connu. C'est le jeune Teddy Kollek qui avait organisé toute la visite, qui avait été chargé par le chef du gouvernement d'organiser toute la visite pontificale, et il s'était arraché les cheveux sur le sujet de la voiture papale. Mais à côté de cette péripétie, mais qui raconte beaucoup de choses, oui, ça a été un responsable diplomatique qu'on a parlé lors de l'enquête pour ce livre. Il m'a dit ce voyage est resté une humiliation dans la mémoire diplomatique d'Israël, parce que jamais, effectivement, il n'a voulu prononcer un mot à l'égard de l'État d'Israël, le pape, mais plus que ça, lorsqu'il quitte le pays, il repart vers le Vatican, il envoie un message adressé au président de l'État d'Israël, mentionné Monsieur Chazar, Tel Aviv. Même pas le mot Israël qui est prononcé, même pas le mot, c'est même évidemment pas Jérusalem. Donc de ce point de vue-là, ça restera comme un moment qui a montré la façon dont le pape considérait le fait juif et le fait israélien. C'est-à-dire, on ne reconnaît pas l'État d'Israël, mais on reconnaît le peuple juif. C'est là où Paul VI ne pouvait pas aller plus loin, parce que toute l'énergie qu'il avait consacrée pour poser Vatican II, c'était pas facile non plus, comme d'avoir réussi à imposer ce virage de la chrétienté, et il avait fait savoir à Golda Meir après qu'il ne pouvait pas aller plus loin, parce qu'il avait déjà porté un chantier considérable. Alors, Michael Darmon, on ne va pas raconter la rencontre avec Paul VI, tous les détails sont dans votre livre. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu des circonstances rocambolesques qui ont fait échouer in extremis la tentative d'assassinat de Golda Meir au moment où son avion se présentait pour se poser sur la piste de l'aéroport de Rome, et on peut le lire aussi dans votre livre. Par contre, cette audience pour Golda Meir est capitale, et je lis dans votre livre, pour la première ministre endurcie après des années de combat politique, il n'est pas question de laisser entrevoir la moindre interprétation d'une soumission ou d'une vassalité au souverain pontife. Michael Darmon, vous décrivez son langage corporel, sa tenue, sa maîtrise d'elle-même. Elle s'est préparée comme pour un match de boxe, on dirait, physiquement et psychologiquement. Alors, qu'est-ce qu'il est resté de cet échange qui au départ était prévu pour 30 minutes et qui en a duré 90 ? Il en est resté dans les chroniques le souvenir d'une disputation au sommet de l'histoire entre ces deux
personnages qui sont dans leur temps les plus peut-être célèbres du XXe siècle, en tout cas très très célèbres, deux rockstars, moi comme je les appelle, que sont à leur manière Paul VI et Golda Meir, deux personnes qui sont évidemment ont grandi aux antipodes l'un de l'autre, mais qui ont bien des points communs, leur engagement depuis le jeune âge pour la cause, leur peuple, et pour ceux qui vont défendre jusqu'au plus haut de leur parcours, et une manière de dire les choses extrêmement claire et sans fioriture. Et c'est vrai que la conversation commence de manière un peu, je dirais, abrasive, et Golda Meir fait valoir que Paul VI représente un peuple qui n'a aucune leçon à donner, étant donné qu'elle a subi les pogroms qui étaient à l'origine lancés par l'Église dans la région où elle habitait. Donc de ce point de vue-là, il reste effectivement une première, je dirais, disputation historique au sommet de l'histoire. Après, il en reste aussi dans les chroniques du Vatican le souvenir d'une polémique comme jamais il a été vu au Vatican, parce que il s'en est suivi une guerre de communiqués entre un communiqué émanant de l'entourage du pape, mais aussi un autre communiqué émanant du porte-parole du Vatican, beaucoup plus dur à l'égard d'Israël, comme s'il fallait, une fois de plus, comme je vous disais, ne jamais donner le sentiment qu'on a reçu Golda Meir, donc on s'apprête à reconnaître l'État d'Israël. Donc il y a eu un communiqué très très dur qui a fait réagir, qui a fait sortir Golda Meir de ses gonds, et qui a convoqué une conférence de presse dans l'après-midi à Rome, et qui ensuite a donné également un entretien au journal Maariv, en critiquant ce qui s'était passé, en critiquant l'attitude du Vatican, et ça a provoqué un émoi considérable. Donc, parce que jamais les audiences pontificales n'avaient provoqué autant de polémiques, jamais ce qui avait été dit n'avait été exposé de cette manière-là, et de ce point de vue-là, ça n'a pas contribué, je dirais, à améliorer les relations en surface, mais en coulisses. Parce que vous avez effectivement mentionné cet attentat déjoué, cela a créé des relations entre, bien évidemment, les services secrets italiens et israéliens, mais également avec les services des renseignements du Vatican, et une relation, je dirais, beaucoup plus de collaboration en coulisses va démarrer entre le Vatican et Israël, et c'est ce qui va générer et caractériser les relations entre le Vatican et Israël durant toutes ces années-là. J'ai reçu début mars dans cette émission Avi Pazner, diplomate, ancien ambassadeur en France, en Afrique, mais aussi en Italie, et il est l'artisan, à la suite de sa rencontre avec Jean-Paul II, le 16 avril 1992, des préludes aux relations diplomatiques instaurées avec le Saint-Siège et à la reconnaissance de l'État d'Israël par le Vatican. Après avoir lu votre livre, Michael Darmon, et avec un petit peu de recul, je le trouve très modeste par rapport à la mission que lui avait confiée Yitzhak Shamir et dont il a su s'acquitter au-delà de toute espérance. Est-ce que vous avez aussi la même impression que moi ? Aussi, effectivement, il a été aussi, comment dirais-je, réservé dans le récit avec vous. On est bien au-deçà de la réalité, puisque ce qu'il m'a confié en entretien et que j'ai pu retrouver par ailleurs dans les sources, c'est effectivement à quel point il a été central dans la mise en place de cette négociation en 92 pour l'établissement de relations diplomatiques, et l'audience avec Jean-Paul II et également Madame Pazner, Marty Pazner qui est présente également. Cette longue audience également, qui pareil devait durer 25 minutes et a duré beaucoup plus longtemps. C'est au cours de ce moment-là, avec un échange épique et savoureux comme il peut y en avoir à ce niveau-là entre ces personnages, eh bien, que Jean-Paul II fait comprendre à Avi Pazner qu'il est d'accord et qu'il va reconnaître politiquement l'État d'Israël, ce qui est une bascule historique considérable. Et je raconte précisément dans le livre comment, mandaté par Yitzhak Shamir, vous savez, moi j'avais connu effectivement Avi Pazner, on l'a tous connu quand il était ambassadeur, mais avant cela, il était le principal conseiller Yitzhak Shamir, notamment pour la presse internationale. Et durant mon travail sur ce terrain-là, à cette époque-là, j'ai beaucoup eu affaire à lui, professionnellement parlant. Mais à un moment donné, il veut quitter ce poste-là, il veut reprendre sa vie d'ambassadeur. Et il postule pour aller à Madrid ou à Bruxelles. Et c'est Yitzhak Shamir qui lui dit non, tu vas aller à Rome parce que je vais te donner la mission historique
de réconcilier Israël, l'État d'Israël, avec l'État du Vatican, mais ça va être toi qui vas le faire. Et c'est avec cette mission et cette pression que Ali Pazner, qui n'a pas encore ses lettres de créance, il est officieusement ambassadeur, commence déjà à nouer des liens avec les prélats du Saint-Siège, avec les proches de Jean-Paul II, qui, de son côté, parce qu'il avait un agenda géopolitique, Jean-Paul II c'est le pape de la fin de la guerre froide, et parce qu'il était philosémite, profondément, avait décidé que lui arriverait et poserait la réconciliation, et en tout cas l'établissement officiel de relations avec l'État d'Israël. Alors comment a terminé le commando qui voulait assassiner Golda Meir? L'entrevue avec le pape a-t-elle fait avancer les pourparlers de paix? Comment se sont passées les tractations de paix avec l'Égypte en 1973? Golda Meir a-t-elle été un bouc émissaire pour l'impréparation à la guerre du Kippour? Ce livre, presque un roman, vous fera vivre la fin du pontificat de Paul VI. Et vous franchirez, avec Jean-Paul II, la distance de 2000 mètres qui représente les 2000 ans qui séparent le Vatican de la grande synagogue de Rome. Vous le verrez y entrer et prononcer en hébreu devant toute l'assistance Toda Rabba sous un tonnerre d'applaudissements. Merci Michael Darmon. Merci pour ce livre, Le Pape et la matriarche, histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican, paru aux éditions Passé Composé et que l'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies. Ces 30 minutes, pour moi, sont passées trop rapidement. J'avais encore une foule de questions à vous poser sur le livre, mais aussi sur la politique israélienne, française, internationale. Ce sera pour une prochaine émission ou alors pour une conférence que vous pourrez donner à Cannes, à Nice, à Strasbourg, à Lyon ou à Toulouse où cette émission est transmise et nous serons présents à vous écouter. Encore merci, Michael Darmon, pour cet entretien. Merci à vous. Merci. À bientôt.